ouvert mon premier resto, comme tu le disais, à 24 ans. Je crois tellement à l'architecture et en ce que l'architecture peut raconter au public. Et à ce moment-là, moi j'ai tout perdu et je repars à zéro. Est-ce qu'on est parti, Christophe? Vas-y. On est go? Bon, déjà, très content de te recevoir ici. C'est super cool que tu aies accepté d'échanger avec moi. Par où commencer? Tu as monté ton premier resto à 24 ans, si je dis pas de bêtises. Exactement. Tu t'es lancé ensuite donc, dans d'autres activités, puis dans la création de Spock, une cantine de chef, comme vous l'appelez. Oui, c'est une punchline qui résume assez bien finalement l'ADN de Spock. En quelques mots, c'est pas évident d'avoir une accroche commerciale. Surtout d'avoir une tagline qui soit assez punchy, mais je trouve que ça vous représente assez bien. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une 40aine d'établissements partout en France. Ouais. À côté de ça, tu as eu d'autres restaurants, on en parlera un petit peu plus tard, tu as toujours d'autres restaurants. Tu t'es lancé aussi dans Studio Caliente qui accompagne les restaurateurs, soit au début, soit j'ai cru comprendre en restructuration aussi. Exactement. Tout ça, du coup, depuis très jeune. Tu en parles justement un petit peu sur les réseaux sociaux de ton enfance. D'après ce que j'ai compris, tu as quitté l'école assez jeune. Tu t'es réorienté vers la resto. Est-ce que c'était un choix voulu? Est-ce que ça s'est fait par dépit ou pas? Ouais, c'est à peu près ça. En fait, c'était pas un choix voulu de quitter. De quitter l'école, c'était, je crois, une nécessité finalement, parce que l'environnement dans lequel j'évoluais était un environnement qui n'était pas propice à faire des études. C'est un environnement qui est donc dans les quartiers nord de Marseille, qui à l'époque était, je crois, c'est toujours le cas hein, sans doute, mais assez rude. Rude d'un point de vue... comment je pourrais dire à l'époque en tout cas il y avait une violence qui était quand même omniprésente qui fait partie du quotidien finalement et moi j'ai grandi et évolué dans cet environnement, mais à la fois faut pas non plus trop noircir le tableau. Il y a bien sûr une violence qui est là et qui est bien présente et indéniable, mais il y a aussi il y a quand même de belles valeurs aussi dans ces quartiers-là, tu vois, tu apprends quand même les notions de respect, la famille, tu apprends des tas d'autres valeurs qui ne me viennent pas comme ça spontanément, mais en tout cas, ça a créé, ça a fait et ça a construit le personnage que je suis aujourd'hui. Okay. Donc voilà, donc, au niveau scolarité, c'était chaotique. Puis à l'âge de 15 ans, j'étais à l'école hôtelière de Marseille, toujours. Puis j'ai passé quelques diplômes, notamment en cuisine, service, bar, sommellerie, pour ensuite faire des stages et de l'alternance en apprentissage dans des palaces et dans des lieux qui étaient plutôt des lieux élites pour justement prendre le contre-pied avec l'environnement dans lequel j'ai évolué pendant mon enfance. Et puis ensuite, j'ai ouvert mon premier resto, comme tu le disais, à 24 ans. Ok. Comment tu as fait pour ouvrir un premier restaurant comme ça? Tu avais un peu d'économie de côté. Comment tu t'es dit, ok, maintenant je me mets à mon compte? Tu avais accumulé assez de bagages avec tes expériences. Tu t'es dit, ok, ça, c'est maintenant? Ouais, en fait, c'était pas vraiment ça, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de... Non, j'avais pas d'économie du tout, puisque... On va pas se mentir, c'est compliqué quand même. Tu vois, quand tu as des salaires dans la restauration, bon, les salaires aujourd'hui ont évolué, un petit peu plus élevés, mais globalement, à l'époque, un manager de restaurant, serveur, manager de restaurant, ce sont des salaires, je sais pas, à 30, 40 000 euros maximum, tu vois, par an. Avec un salaire pareil, tu peux difficilement économiser de l'argent. Tu vois, Ouais, tu vis, tu peux vivre correctement. Pour ma part, j'ai toujours eu une partie mes parents aussi à m'occuper. Donc l'un dans l'autre, c'était compliqué d'arriver à faire des économies. Et puis, quand tu as 20 ans, tu vois, la vingtaine, tu penses quand même tu penses à je sais pas, du loisir, à des tas de choses, à des voyages, et pas forcément, et c'est dur de mettre de l'argent de côté. En tout cas, j'avais pas. Et puis, c'était
plus ou moins, en fait, j'ai eu le pif sur un resto qui était vraiment pas très cher en acquisition de fonds de commerce. On n'était pas sur les mêmes valeurs à l'époque aussi. Et puis, j'ai senti qu'à cet endroit-là, ça pouvait fonctionner. C'était dans le centre-ville de Marseille, Ok. à la rue Sainte pour être précis. Le restaurant s'appelait La Girafe. Et c'était en 2000. J'ai ouvert le 15 septembre et mon fils est né le 1er octobre, donc 15 jours Mhm. plus tard. Et puis, j'ai plus ou moins, enfin, j'ai complètement menti même à la banque en prétendant que j'allais dépenser ou du reste avoir une enveloppe de travaux. Je donne un exemple, 100 000 euros, alors qu'en réalité, j'avais peut-être la moitié. Et voilà, j'avais fourni des devis qui n'étaient pas des factures. Et à cette époque-là, c'était il y a quand même 25 ans, donc Un peu moins la regardant banque quand même qu'aujourd'hui. décaissait les fonds sur la base de devis à l'époque, tu vois. Ok. Alors, peut-être même que ça existe encore. Enfin, je serais surpris que ça existe, mais en tout cas, voilà, tu pouvais présenter des devis, on te décaissait la somme totale sur le compte et toi, Ok. tu gérais ça avec ton entreprise générale, quoi. Ok. Donc, première expérience, enfin, en ton nom. Gros Mhm. pari quand même, surtout avec la naissance de ton fils, de se mettre à son compte, c'est quand même pas la même chose que quand on est salarié. C'était quoi Ah. comme cuisine? C'était une cuisine bistrot. On pourrait dire que c'était l'ancêtre de la bistronomie, finalement, parce que à l'époque, le mot bistronomie n'existait pas, mais c'était la cuisine française. Et puis, tu sais, il y avait cette tendance à l'époque de cuisine fusion, on appelle ça. Ouais, Et je vois très bien, ouais. c'est très étrange. Je sais plus qui, la dernière fois, m'envoyait. Ah oui, si, je sais. Euh, un copain qui m'envoie un message qui est pas très habitué à aller dans des restos. Enfin, bon, bref. Et, et un copain de province qui m'envoie un message qui vient à Paris. Donc, quand tu as un provincial qui vient à Paris, bah, c'est une expédition, tu vois. Préparer un petit Il planning. s'y prépare et tout. Ouais, tout est carré. Il y a pas de place à l'improvisation. Et puis parfois, même, il se rend pas compte qu'il y a des milliards d'applis et de guides aujourd'hui. Tu vois, il suffit d'aller sur Instagram, tout simplement, dans des applis de médias assez connus pour avoir 1000 adresses de super restos à Paris. Mais bon, bref. Et il me demande à ce moment-là un resto cool avec de la cuisine fusion. Et, et je lui réponds, mais Quelle fusion? Entre quoi et quoi? je lui réponds, punaise, mais on m'a pas sorti ce mot depuis au moins une quinzaine d'années, quoi, 20 ans. Ça n'existe plus. Il s'appelle Benjamin, il se reconnaîtra s'il voit ce podcast. Et je lui ai répondu, mais Benjamin, tu te rends compte, ça fait 20 ans qu'on n'a plus ce mot-là. Qu'est-ce que c'est la cuisine fusion finalement? Bon, bref, puis ça l'a fait rire, hein. Mais voilà, donc on y faisait de la cuisine fusion, tu vois. Ok. On fusionnait donc de la cuisine. Je sais pas, à l'époque c'était la mode du thaï, tu vois, cuisine thaïlandaise, asiatique. Mais toujours pareil, quel thaïlandais, tu vois, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, tu vas. Dans des vrais restaurants thaïlandais à Paris, il y a quand même des belles institutions, tu vois. C'est pas le thaïlandais qu'on faisait il y a Ouais, c'est 20 ans, pas tu forcément vois. le pad thai Ouais, classique, c'est beaucoup plus ouais, recherché. nous, à l'époque, quand on disait c'était fusion thaï, parce qu'on avait vu dans un magazine une recette avec du soja, pour nous c'était thaï, quoi, tu vois. Donc, Ok, je vois très bien, ouais. voilà. Donc, quand même, cuisine assez élaborée. C'était quoi ton rôle à l'époque? Chef? Ouais, Ou non, en... j'étais en salle et voilà, bon, c'était un rôle de patron de restaurant, quoi. Tu vois, j'étais en salle, j'avais pas les moyens de ne pas travailler, Ouais. j'étais opérationnel. Et puis, j'étais opérationnel, j'étais en salle et je pilotais le projet avec ce petit comme resto. Donc, on était deux en salle et deux en cuisine et un plongeur. Et voilà, c'était un format, c'est pas des formats où tu gagnais Ok. extrêmement bien ta vie, mais ça suffit, quoi. Et aujourd'hui, on y reviendra un peu plus tard, mais tout ce qui est architecture, design, c'est quand même vachement partie des activités que tu as, que ce soit sur Ouais, Spo, que ce soit sur les autres restaurants. ouais. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais un goût prononcé pour ça ou c'est quelque chose que tu aimais? Est-ce que dès le premier restaurant, tu t'es dit, ok, alors j'ai pas forcément beaucoup de moyens, je vais ouvrir comme je peux, ou tout de Mhm. suite, c'est important pour moi de mettre le paquet sur on va dire la DA au sens large. Ouais. Est-ce que c'était déjà dans ton ADN à ce moment-là ou pas encore? Alors, pas encore, mais ça naît d'une rencontre avec un architecte qui est décédé depuis,
qui s'appelait Richard Caribonne, un Marseillais. Et cet architecte était super. Il m'avait dessiné un restaurant très minimaliste. Je me souviens, il y avait une cinquantaine de bougies. On avait créé des petites niches dans lesquelles on nichait. Donc on posait des photophores, des bougies photophores. Et chaque soir, on allumait toutes les bougies dans le restaurant. Donc ça créait une ambiance hyper zen, tu vois, hyper chill. Et finalement, on avait fait cette vibe-là, on avait posé cette vibe-là avec un petit peu de son. Et enfin, avec du son, une bonne qualité sonore, des bonnes enceintes. Et ça suffisait, quoi. Tu vois, le restaurant, il suffisait à lui-même, un joli mobilier en bois, et voilà. Mais j'avais pas ce goût prononcé. J'ai commencé à l'avoir et à être éduqué à l'architecture sur mon deuxième restaurant qui s'appelait Zé. Ok. On est à quelle période à peu près par rapport à ce moment-là? 3 ans plus tard. Ok. Ouais, je l'ai ouvert même avant. Attends. Oui, c'est ça, je l'ai ouvert en 2003, Zé. Donc j'ai ouvert en 2000 la Girafe, ça a très bien marché. 2003, j'ouvre Zé, qui est un resto qui fait peut-être, ouais, je sais plus, 300, ouais, peut-être un peu moins. Un peu moins de 300 mètres carrés, mais qui était immense à l'époque, je me souviens. J'ai des vagues souvenirs, c'était pas très précis, mais qui était très très Girafe, grand. c'était combien de mètres carrés? Juste pour La qu'on. Girafe, Ouais. c'était tout petit, je dirais une soixantaine. Ok, donc beau challenge. On multiplie quand même la surface, Ouais, la gestion. C'était un travail qui est complètement différent. Ouais, super challenge, vraiment fou. Je fais ce resto et à ce moment-là, ben ouais, je me lance dans un projet complètement fou pour l'époque. Et puis j'étais jeune, moi j'avais 27 ans, 28 ans. Et toujours pareil, sans associé. Et l'archi, du coup, arrive à ce moment-là. Et l'archi arrive à ce moment-là. En fait, dans mon premier resto, j'avais une bande de clients qui sont devenus mes amis à terme. À force d'être de bons clients, on est devenus potes. Et j'avais de la chance que parmi ceux-là, il y avait un architecte qui s'appelle José Morales, qui aujourd'hui est, si je dis pas de Qui est assez bêtises, connu, non? ouais, il est connu, José, et c'est tout simplement le président de l'école d'architecture de Marseille, Ok. à Lumini, près de la Gineste. Et donc, José, qui venait aussi régulièrement avec une autre personnalité que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est sans doute pour moi un des plus grands architectes au monde. Alors je sais que c'est fort d'entendre ce genre de choses, mais en tout cas, c'est un des plus grands architectes français, indiscutablement pour ma part, hein, je considère. Rudy étant comme un architecte, mais pour moi, c'est pas juste un architecte, voilà, c'est aussi un poète. Il suffit de regarder quelques vidéos qui tournent sur lui. Et ce que je disais hier, on va y revenir un peu plus tard, mais sur un nouveau projet là, sur lequel je suis en train de travailler, que j'ai à titre personnel, enfin, en tout cas, je vais être associé à quelqu'un d'autre sur ce projet-là. Et donc, c'est pas un projet que j'ai en mission, c'est le mien. Et je disais aux personnes que j'ai rencontrées hier, qui sont des directeurs artistiques, je disais que maintenant, enfin que c'était hyper important pour moi que l'architecte, lorsqu'il dessine un projet, puisse s'occuper de tout, de A à Z, jusqu'au menu, jusqu'au graphisme, jusqu'à toute la DA graphique. Donc ça doit être l'architecte qui, en théorie, doit s'occuper de ça pour moi. Et là, c'est pas souvent le cas en pratique. Ouais, parce c'est que- un gros travail, hein, parce que généralement, ils essaient quand même de sectionner. Je sais que la semaine prochaine, on reçoit justement un cabinet d'archi ici, parce qu'on aime Ouais. bien recevoir un petit peu Ouais. tout ce qui touche à la resto, donc on a reçu du branding et ça. Et on en parlait un petit peu dans la préparation de l'épisode, parce que je l'ai eu au téléphone, et il me disait justement que lui, il se cantonnait à ça. Après, il trouvait ses partenaires best in practice, entre guillemets, dans chacune de ces catégories-là, mais en tout cas, ils internalisaient pas tout l'aspect branding et aller dans ce niveau de détail sur l'expérience client, quoi. Il faut faire appel à des professionnels dans tous les domaines.
Mais c'est essentiel de faire appel effectivement à un architecte pour dessiner le lieu, mais à mon sens, pas que. Ok. Tu vois, il faut aller plus loin et le laisser s'exprimer également normalement sur la direction artistique générale du lieu. Donc, une fois de plus, les menus, l'affichage et la signalétique extérieure, presque la communication digitale aussi, même Ouais. s'il n'a pas une expertise dans le domaine, mais le consulter sur la façon dont il aimerait qu'on communique, parce que c'est un restaurant qu'il a dessiné, c'est son œuvre. Alors, c'est le bâtiment, certes, c'est l'enveloppe, mais la structure, mais je considère qu'il a aussi un rôle à avoir, même dans la dimension de marketing au sens large. Tu Ouais, vois, bien voilà. sûr. Après, faut pas mélanger les métiers, hein. Il y a un moment où le restaurateur s'accapare de son lieu et exerce son métier. Mais c'est bien que l'architecte soit présent, tu vois, même post-ouverture. Ouais, je vois très bien. Ouais. Voilà. Et je reviens juste une dernière fois du coup sur Z, c'est ça? Ouais, Du coup, tu t'entoures d'un très bon architecte à ce moment-là. ouais. Ça reste quand même tes premières expériences. Il y a quand même un sujet, alors je pense, parce qu'on accompagne beaucoup de restaurants, et généralement au début, il y a ce sujet de priorisation des dépenses, etc. Comment tu arrives à intégrer un tel budget dès le début, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même si je te l'accorde, et tu as sûrement raison sur ça, c'est important de s'entourer des meilleurs. Quand on est dans ses premières expériences entrepreneuriales, dans la resto comme ailleurs d'ailleurs, Mhm. on a tendance à se dire, bon, peut-être que ça, j'arriverais bien à le faire moi-même quand même. Peut-être que je vais me Ouais, trouver un petit, alors j'exagère évidemment, mais un petit mood board qui m'aidera à faire 2-3 trucs sympas à l'intérieur. ouais. Comment au début tu arrives à déployer des budgets comme ça? Comment tu dis, ok, je vais financer ça en priorité? Est-ce que tu avais déjà une vision sur le fait que ça allait t'apporter euh, bien plus sur long terme que ces quelques petites économies au début? Enfin, petites. Euh, ouais, en fait, c'est une bonne question dans la mesure où tout le monde pense que euh, tout le monde peut être finalement architecte et décorateur d'intérieur, Ouais. tu vois. Toi, on a tous un petit peu d'ego et on se dit, tiens, j'ai quand même du goût. Ah ouais, tu regardes, tu feuillettes un catalogue un peu éclaté, je sais pas, de Maison du Monde ou ce que tu veux, à MPM, sur d'autres trucs. Tu dis, ah ouais, tiens, c'est la tendance de la banquette en velours bronze, là, on va mettre ça, mais 6 mois plus tard, Ouais. ça sera une autre couleur et ça sera un autre matériau, un autre tissu. Donc, euh, donc bon, c'est un peu moyen parce que dans un restaurant, quand tu mets en place une décoration, Ouais. tout ce que je déteste, eh bien, quelques mois plus tard, c'est comme la mode, tout ce qui est mode se démode. Du coup, ton canapé en bronze, c'est plus à la mode, donc tu es obligé de changer tout le temps, donc c'est naze. Mais surtout, alors je dis pas, il y a ça, sans doute, tu vois, tu as sans doute des potes autour de toi qui veulent faire des restos ou qui en ont fait et qui ont du goût, et les gars, ils sont trop stylés, bien sûr, mais c'est pas la majorité. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, la bien sûr. majorité, on a tous le mauvais goût de quelqu'un, quoi, tu vois, mais je pense que c'est utile de faire appel à un architecte pour répondre à ta question pragmatiquement. Enfin, c'est pas utile, pour moi, c'est essentiel lorsque tu crées un commerce, quasiment quel qu'il soit, en tout cas que tu reçois du public, et que tu crées une expérience client. Oui, si demain tu vends des tuyaux en PVC ou tu fais un commerce de plomberie de PVC, et encore, j'ai envie de te dire, peut-être que ta valeur Ça pourrait ajoutée, faire la différence. bah ouais, peut-être que ta valeur ajoutée par rapport à un gars qui va vendre des tuyaux en PVC dans une salle qui pourrait ressembler à une salle de HLM, mais toi, si tu crées quelque chose, tu vois, quelque chose d'original dans l'aménagement, bah peut-être qu'on va venir acheter tes tuyaux en Ouais, PVC bien sûr. à 20-30% plus cher qu'ailleurs, mais juste l'expérience du consommateur, de ces tuyaux en PVC, elle va être complètement différente. Ça va être marrant, il va pouvoir, j'en sais rien, moi, se faire des vidéos d'un truc assez gaulerie que tu vas pouvoir trouver. Donc finalement, dans les restos, c'est pareil. Quand tu viens dans un resto, on doit te proposer une expérience client Ouais. forte pour que tu puisses revenir. Ce que tu manges ne suffit plus, tu vois. Donc c'est important de l'intégrer, mais c'est essentiel de bien manger, mais il y a quand même cette expérience client et cette expérience-là, elle se vit à travers des projets très forts, architecturalement parlant, et dans l'architecture, ça intègre la qualité sonore, ça intègre voilà, tout ça. Mais je me suis évadé. Pour répondre à ta question, moi, je n'avais pas d'argent pour l'archi.
Donc, mais j'étais persuadé qu'il fallait le faire quand même. Donc, j'avais quand même débloqué une toute petite enveloppe. Ok. Je leur ai demandé si ça les dérangeait pas de travailler pour trois cacahuètes. Et ils m'ont dit, OK, à condition que tu nous laisses une table ouverte. Et Tranquille. on vient manger Ok. et boire. Voilà. Je précise que j'y ai perdu quand même. Parce Peut-être que plus sur le long terme. je citerai pas les noms des autres architectes. Parce qu'en fait, c'était un collectif de 3 architectes finalement. Il n'y avait pas que Rudy et José, il y en avait un troisième. Mais en fait, Le cadeau empoisonné. ouais, parce qu'ils venaient très souvent avec d'autres copains et des potes à eux archi. D'ailleurs, je suis maintenant, je vois souvent un de cette même bande. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, un grand architecte marseillais également. Et c'est des générations de soixantenaires, tu vois. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces archis-là. Et en tout cas, voilà, donc je leur avais fait une table ouverte, ils venaient bouffer. Et eux, ils voulaient signer le projet, en fait, tu vois. Ok. Ce qui est un bon deal quand même au Ouais, début. ils avaient envie de signer le projet. Alors, je crois qu'à l'époque, ils avaient été attirés par ma personnalité, tu vois, et c'était une personnalité voilà, qui leur plaisait. Et finalement, il y avait une connexion qui était assez forte entre nous. Puis, c'est une belle satisfaction, tu vois, Ouais, bien sûr. quand tu as dessiné un lieu, de venir y dîner, tu sais que tu as l'assurance que c'est tout le temps bien, qu'il y a du monde, que le restaurateur est heureux, qu'il est bien dans ses pompes. Et ça, c'est chouette, tu vois. Ouais, et puis tu as Donc, t'as une vision du lieu qui est complètement différente. Je reviens juste à ce que tu disais juste avant, tu parlais le fait que la mode, ça se dépasse, etc. Aujourd'hui, surtout, j'ai l'impression, tu sais, dans tous les concepts, on a un temps de vie, généralement. On en a parlé plusieurs fois ici, souvent ils me disent qu'au bout de 3 ans, il faut quand même penser à se renouveler. Justement, peut-être que le rôle d'un archi aussi, c'est d'avoir une vision assez long terme pour dire que le lieu tel qu'il va le penser et l'ambiance qu'il va y donner, même si on vient changer quelques éléments qui pourront potentiellement être passés de mode, il arrivera à le faire de manière à rester cohérent dans le style d'établissement aussi. ouais, mais c'est la raison pour laquelle le conseil que j'ai à donner, c'est attention à la décoration, quoi. Ouais. Tu vois. Et moi, évidemment, je milite. Enfin, la décoration, c'est bien pour la chambre de tes gosses, Ouais, bien tu sûr. vois, et tu veux décorer et leur mettre je sais pas moi, des posters en mur, des jouets, bon, pourquoi pas, mais bon, après, on a tous des goûts différents. Une fois de plus, je ne suis pas la police du goût, mais vu que c'est moi qui suis en face de toi aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est moi qui ai la Ce sera parole. ça. Voilà, donc ce sera ça aujourd'hui. Et voilà, mais je crois tellement à l'architecture et en ce que l'architecture peut raconter au public et aux gens qui viennent et aux clients. L'architecture peut raconter beaucoup de choses, tu vois, Ouais, bien sûr. à travers l'histoire d'un lieu, respecter l'histoire du lieu. Parfois, tu vas dans des restos, tu as des bâtiments qui sont sublimes. Bien sûr, à Paris, des bâtiments haussmanniens, mais pas que, hein. Il y a beaucoup de courants architecturaux à Paris aussi, tu vois. Et bien souvent, t'as des gars qui respectent pas ces courants architecturaux, tu vois. Ouais. Ils savent pas dans quel bâtiment ils se trouvent. Parfois, tu as des rockstars de l'architecture qui ont dessiné des bâtiments, que ce soit à Paris ou en province même. Mais les gars, ils ignorent complètement, ils s'en foutent, tu vois. Donc, il y a quand même un petit peu d'éducation à faire à ce niveau-là. Mais du coup, tu te rends compte que si tu creuses un petit peu le bâtiment dans lequel tu te trouves et selon l'archi qu'il a dessiné, en fait, si tu documentes vite fait, tu vois, aujourd'hui avec ChatGPT, c'est pas très compliqué, eh bien, tu sais que si tel archi a un domaine de prédilection sur le béton, où il a des sensibilités, une attirance, par exemple, je te parle du béton, ou un autre sur des essences de bois, bah, du coup, en creusant un petit peu, tu te rends compte que derrière cette horreur de placo-plâtre, quoi, tu vois, Ouais. derrière ces feuilles de placo, tu as souvent peut-être parfois à Paris de la pierre de taille, même des briques, tu vois, des briquettes qui sont très jolies, qui sont... Ouais, ici dans le quartier, pour ceux Ah qui bah nous ouais. écoutent, on est à Sentier. Il y a quand même énormément de trucs Mm. à faire. Je sais qu'on a Mm. un ami qui a ouvert un coffee shop. Bon, pas forcément le truc le plus original en ce moment, mais il a ouvert un coffee shop. Ouais, mais on peut en parler de ça aussi. Et tu vois, il a justement fait une déco sur la base de ça. Lui, la bourse, en fait, Mm. ils ont simplement tout pété pour récupérer la pierre brute. Ouais, Et ça donne une patine, enfin, un goût qui est quand même assez fort, mais ouais, très ouais. sympa. Très, très cool. Bah ouais, ouais, c'est une très bonne chose.
Je pense il faut aller effectivement creuser. Et d'abord, la première des choses, c'est tout déposer, enfin tout casser, regarder les murs et dire, ah ok, à tel endroit on a ça, ok. Donc Ok. je pense que ça, c'est quand même essentiel de fonctionner comme ça. Et c'est ces architectes-là qui m'ont éduqué à l'architecture. Ouais. En parallèle de la resto, toujours. Donc à ce moment-là, donc Ouais, tu es gestionnaire. Donc on est en 2003, si je dis pas de bêtises. Tu ouais. décides d'ouvrir Spock à quel moment? Comment ça s'est fait? Je fais peut-être un petit 2003 sur le deuxième passement. Ouais, resto. sur le deuxième restaurant. Ah, et oui. Et après, Et il y a eu Spock qui est l'une des anciennes pour lesquelles on te 2005. connaît le plus aujourd'hui, je dirais. C'était en 2005? Ouais, en fait, Comment ça s'est fait? Comment tu t'es amené en 2005, le restaurant dans lequel j'étais, allait bien, mais j'avais quand même quelques soucis de... C'était tellement grand, il y avait tellement de staff et tout que j'étais à peine péniblement à l'équilibre au niveau des comptes. Mais surtout, il y a une menace qui planait au-dessus de ma tête, c'était que le bâtiment s'effondre tout simplement. Ouah. Et ouais, ouais, c'était parmi les premières mises en péril de Marseille. Et la structure du bâtiment menaçait de s'effondrer, donc on a été évacué. Et à ce moment-là, moi j'ai tout perdu, ce resto, plus le premier, parce qu'il a fallu que je vende pour pouvoir solder tous mes crédits. Ok. Ouais, donc je suis reparti à zéro, donc avec à ce moment-là ma fille qui naît, parce que j'ai une fille de 20 ans, qui naît à ce moment-là, et voilà, je me retrouve avec plus rien, et je repars à zéro. Je repars à zéro. Et la chance que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, j'ai les cadres, le président des Galeries Lafayette France, qui le fils, donc c'est Monsieur Houzé aujourd'hui, le, enfin le père de son fils qui est actuellement en poste, bref. Ok. Et il venait souvent manger et il appréciait ce que je véhiculais comme personnalité, enfin ma personnalité, comme valeur, et voilà, et du coup on a bien accroché et puis ils m'ont confié la gestion, enfin ils m'ont confié deux projets, euh, le SPOC aux Galeries Lafayette. À l'époque, il y avait un bâtiment qui s'appelait les Galeries Lafayette Saint-Féréol, sur la rue Saint-Féréol à Marseille. Et voilà, donc j'ai créé deux lieux. Un premier qui est donc Spock, au rez-de-chaussée du magasin, et un second qui était une brasserie, voilà, qui s'appelait le -1. Et voilà. Ok, donc à l'époque, c'était simplement deux établissements. Ouais, à l'époque c'était Il n'y ça, avait ouais. pas forcément cette volonté tout de suite ou cette vision de se Non, dire, ok, je vais en faire une chaîne d'établissements. non, Donc tu ouais, montes Spock. c'est ça. Et je monte Spock, et voilà, et je monte Spock, ça marche très bien, et surtout je me rends compte que par rapport à la charge de travail en haut et le bas était le -1, et on était sur deux modèles économiques qui étaient différents. Le Spock était quand même beaucoup plus rémunérateur et avec une bande passante et une charge mentale qui était donc considérablement réduite par rapport Ok. à l'autre restaurant qui nécessitait le double en staff pour avoir un chiffre d'affaires quasiment égal. En termes de Euh, superficie ou simplement en termes de Bah, le process, en pire, termes c'est de... que Spock, ça faisait au moins 100 mètres carrés de moins. Ah ouais? Ouais. Et il y avait beaucoup d'emportés à l'époque. Et c'était en continu, quoi. Ok. Ouais, donc tu arrives tout de suite à voir la différence de modèle entre les deux. Ouais, De la masse salariale aussi en moins, du coup ouais, j'imagine côté ouais. Spock, beaucoup Ouais, plus c'est ça. petit. Ouais. Et du coup, ça fonctionne hyper bien. Au bout de 3 ans, je me dis, bon, j'ai quand même un game à mettre en place. Mhm. Et à ce moment-là, je décide d'ouvrir un Spock à quelques mètres en face. Donc là, on était en 2008. Et, euh, et voilà. Et ça cartonne tout de suite, ça marche très fort. Ok. Et Donc celui-ci par contre, il a été ouvert vraiment avec un objectif de le passer à échelle, de se dire, ouais, ok. ouais, celui-ci, il avait cet objectif-là de passer assez fort et enfin de développer en franchise. Je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser et j'ai quelques copains qui ont commencé
à s'intéresser au projet. Et voilà, et 1, 2, 3, 4, et puis voilà, quoi. Ok. Aujourd'hui, Et donc presque une Spock aujourd'hui, quarantaine. pour le décrire simplement, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Parce que je disais tout à l'heure cantine de chef. Ouais, en fait, on fait de la restauration de midi. Donc déjà, ça, c'est sur les créneaux. Alors, tu as des spots qui sont ouverts du matin au soir, mais globalement, là, actuellement, c'est que de la restauration de midi. Et on cuisine 4 plats du jour tous les jours qui changent avec sandwich et salade l'été. Ok. Voilà. Donc, et des pâtisseries, bien sûr. Ok. Donc tout ça cuisiné par un chef directement sur place. Pas de Voilà. labo, pas de. Voilà, t'as pas de laboratoire. T'as pas de cuisine centrale, laboratoire, blablabla. Donc tout est cuisiné sur place à la minute. Enfin, à la minute. Le chef cuisine devant toi et pas à la minute, je dis des bêtises, parce que en fait, certains spots, ils attaquent à 6 heures du matin. Ouais. Et on cuisine, je te dis, 4 plats du jour qui changent tous les jours. Et on a des cuisines ouvertes, donc ça permet d'avoir une transparence totale envers le produit. Et puis, voilà. Donc c'est assez marrant parce que du coup 40 établissements c'est quand même un truc. Ouais, Réseau de franchise quand même du coup ouais, c'est balèze, ouais. Et ce qui est marrant, c'est le mettre en face de tout ce dont tu parles, parce qu'en fait, tu pourrais décrire un restaurant, finalement, même peut-être bistrot, comme ce que tu pouvais parler tout à l'heure, dans les codes, du moins, dans la cuisine sur place, dans les cuisines ouvertes, etc. Comment tu fais pour te dire, parce que quand on a un, bon, à la limite, t'as pas forcément des process, mais pour processiser ça en disant d'office, je vais l'ouvrir en franchise. Parce que j'imagine que tu dois quand même avoir un côté un peu normalisation. Tu vois, souvent on l'entend, quand tu veux monter beaucoup d'établissements, tu dois mettre les choses carrées. Là, Ouais, vous avez des chefs, vous cuisinez. ouais. Comment tu fais ça au début? Ben, en fait, moi, le parti pris que j'ai pris dès le départ, ça a été de faire confiance à mes franchisés et de les accompagner et pas de les contrôler, tu vois. Donc, Ok. on passe très régulièrement dans les lieux, mais on a quand même on va dire, au moins 50% de l'offre qui est cadrée. Donc, tout ce qui est sandwich, salade et une partie des desserts, ça, ils ne peuvent pas improviser. Sur cette partie-là, ils doivent respecter les fiches techniques que l'on a mis en place. Et sur toute la partie plat du jour, on a un plat du jour qui est commun à tous les spocs français. Ok. Et c'est le plat du jour comptoir, on appelle ça. Et d'autres plats du jour. Là, c'est le chef qui peut faire son propre plat. Ouais. Voilà. Et en fait, les trois plats qui vont changer en fonction de la gestion de ses costes, en fonction de la gestion de ses commandes. Ouais, bien sûr. Tu Voilà. parles de confiance. Du coup, j'imagine que tu dois quand même recruter les bons profils aussi. Ouais, c'est dur Comment ça. ça se passe? C'est quoi un bon franchisé pour toi aujourd'hui? Peut-être que tu as assez de recul maintenant pour pouvoir le dire. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mauvais franchisé? Un mauvais franchisé, c'est effectivement quelqu'un qui vient en connaissance de cause, c'est-à-dire qui sait que tu dois respecter une offre bien précise, une qualité de produit, des fournisseurs, une direction artistique, de la communication. Donc, il sait tout ça, parce que on lui fournit tous les documents en amont, bien sûr, avant qu'il signe. Il te dit oui, tout va bien, je suis ravi, mais une fois qu'il est en pratique, Non. ben, il va dévier, tu vois, pas totalement, mais il va prendre une trajectoire qui n'est pas celle qui est la nôtre, surtout pour laquelle il a signé et il s'est engagé. Ok. Ça, c'est un mauvais franchisé. C'est un franchisé qui est têtu, c'est un franchisé qui n'en fait qu'à sa tête, mais surtout, ce même franchisé, euh, en cas de difficulté, la première personne à qui il va s'adresser, c'est à nous. En fait, les premières personnes. Si ça va pas, il va pas penser que le problème vient de lui, et il va tout de suite penser que le problème vient d'ailleurs, et notamment de nous, en face, en pensant que Spock, ça lui apporte pas forcément, je sais pas, une visibilité, de la lumière, comme notre concept. Donc c'est à cause de ça qu'il marche pas, ou on n'est pas assez créatif, ou on est trop créatif. Enfin, on aura toujours un problème. Sauf que, étonnamment, euh, tu as, comme tu le disais tout à l'heure, quasiment 40 restos. Ben, en fait, nous, souvent, enfin, ça arrive rarement, hein, mais
quand les personnes, si ça peut arriver qu'il y ait une baisse d'activité, que la personne est sous-entend, alors ça arrivait au tout début, là ça arrive plus du tout, dire ouais mais quand même, à l'époque, il y avait plus de création, mais, ou je sais pas, peut-être n'importe quel reproche qu'on pourrait avoir, on peut répondre tout simplement, mais tu sais, il y a quand même 38 ou 39 restaurants à côté qui fonctionnent quand même très bien. Tu es quand même le seul à être un peu la dernière roue de la charrette. Et en fait, on va juste te montrer tous les contrôles qualité, où je te disais d'ailleurs qu'on n'avait pas de contrôle, mais les rapports, tu vois, que l'on fait à chaque fois qu'on vient te voir. Et tous ces rapports que l'on rédige démontrent quand même un certain laxisme de ta part, un non-respect des règles, un non-respect de notre DA, un non-respect tout court. Donc forcément, ben, on en arrive à des situations où, tu vois, là on décrit certains points sur lesquels il a dévié, et là on se rend compte très vite que le gars, pardon du terme, mais tu le mets dans sa merde, quoi, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc je dis, bon, bah ok, effectivement, je reconnais que... Voilà. Mais au départ, sa première réaction, c'est de penser que c'était pas de sa faute, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. Bah, c'est souvent Même comme ça, même dans un couple, hein, ouais, quand bien tu te prends sûr, la tête ouais. avec ta meuf, ta première réaction, tu vois, bon, maintenant, mon vieillissant, ça va un peu mieux, mais avec la maturité. Mais au début, j'étais un peu une tête de con à ce niveau-là, tu vois, je me prenais la tête avec mes meufs. Je dis, ah, mais systématiquement, tu penses que c'est de sa faute, mais en fait, tu te disputes jamais seul, hein, tu disputes pas Ouais, devant un bien sûr, miroir, bien t'es sûr. deux quand tu disputes, donc... quand tu te prends la tête, tu chamailles à deux. Donc forcément, bah, il y a toujours une part pour l'un et pour l'autre. C'est pas 100%, ça va pas que dans un sens. Bref, mais en tout cas, nous, c'est pareil dans la franchise. Alors, bien sûr, il nous arrive de nous remettre en question aussi, hein, évidemment. D'ailleurs, on n'en serait pas là si c'était pas le cas, parce que ça fait 20 ans quand même. Ah Mais oui, c'est vrai, écoute, 2005, donc 20e anniversaire cette année, en fait. bah ça y est, on l'a fêté dignement là cette année. On a foutu un bordel sur une péniche. Je les salue. Euh, on a foutu un bordel. D'ailleurs, enfin, un bordel, heureusement qu'on était là parce que c'était un joyeux bordel. On avait convié. Je suis un fan de Johnny Hallyday. Ok. On dirait pas, hein, mais j'adore Johnny. Enfin, fan, c'est un méga mot. J'adore Johnny. Et, et je m'étais dit, je vais inviter le Ah, sosie si de tu Johnny, m'invitais à un quoi. sosie. Ouais, C'est génial. ouais. Et j'ai invité le sosie de Johnny à venir chanter. Je pouvais pas avoir mieux. Je pouvais pas avoir mieux dans ma vie que ça. Je pouvais pas espérer mieux pour mes 20 ans, pour les 20 ans de Spock, pardon, pour nos 20 ans. Et écoute, ça a été le meeting, enfin le séminaire le plus réussi qu'on ait jamais fait en 20 ans. C'était incroyable. Nous, on a des franchisés c'est la richesse du réseau, c'est que tu as des franchisés qui sont calmes, qui boivent pas d'alcool, certains se dégomment. Se dégomment, font la teuf, tu Ouais, bien vois. sûr. On a tous les types de franchisés. Et une fois de plus, c'est ce qui fait la richesse. Donc, on a des différences d'âge, on a des très jeunes, on n'a pas de très vieux, mais on a des générations de cinquantenaires, même pour l'un d'entre eux 60. Ben, on adore, tu vois, c'est vraiment ce qui fait la richesse, hein, une fois de plus, de notre réseau et d'un réseau en général. Et Johnny Hallyday, on a beau dire ce qu'on veut, Il ça envoie. fait l'unanimité. Bah, bien Parce sûr. que les franchisés qui avaient une cinquantaine, soixantaine d'années, ils étaient en transe totale, tu vois, parce que ça a bercé quand même leur adolescence. Moi, je suis encore, on va dire, dans la quarantaine. Je vais bientôt aller basculer, mais je suis encore dans la quarantaine. Mais malgré tout, moi aussi, ça a bercé mon adolescence. Et, euh, et les plus jeunes, parce qu'on en a dans le réseau qui ont à peine 23, 24, peut-être pas 23, mais 25, entre 25 et 30, eux, ils connaissaient Johnny aussi, tu vois, et certains tubes. Donc, tout le monde était en folie sur ce meeting. C'est génial. Et des clients de la péniche et qui étaient sur la terrasse, c'était pareil. Ils sont tous rentrés pour assister au concert qui devait durer 1 heure, qui a duré 2 heures, qui a évidemment fini en karaoké. Bon, bref. C'est génial. Mais du coup, tu as un fit humain qui est quand même assez fort avec tes franchisés, j'imagine. Ouais, c'est ce qui prédomine en réalité. Ce qui régit tout ça, c'est l'humain, quoi. Et donc, c'est sur ça aussi au début, parce qu'on est parti sur le mauvais franchisé, mais le bon franchisé, c'est aussi quelqu'un avec qui vous le sentez au début. Comment ça se passe? Genre, comment est-ce qu'on vient vous voir? Comment est-ce que vous décidez oui ou non? Est-ce que c'est dans les deux sens? Est-ce que n'importe qui peut se dire, tiens, j'imagine que non, hein, mais comment ça fonctionne?
En fait, on reçoit un mail, nous, si demain tu ouvres un Spock, tu envoies un mail sur la page de spock.fr, sur le site. À la réception de ce mail, on te rappelle, enfin, on t'envoie un mail de nouveau pour demander, pour programmer une visio avec toi. C'est la première visio. On fait cette visio. Une fois qu'on a fait cette visio, une fois qu'on a procédé à cette première visio, si ça se passe bien, on te demande de revenir vers nous. Si tu reviens vers nous avec l'envie d'aller plus loin, à ce moment-là, on programme une immersion d'une journée. Et à la suite de cette immersion d'une journée dans un Spock, on répond encore à quelques questions financières ou autres. Et à la suite de ces questions-là, normalement, tu auras une idée assez précise d'un Spock et de la marque. On te conseille finalement de te rapprocher de certains de nos franchisés pour pouvoir échanger avec eux sur leur quotidien, pour voir si ça se passe bien pour eux. On te demande de leur poser la question suivante, à savoir, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Tu repartirais sur 7 ans avec nous, avec Spock. Donc voilà, donc ils font des interviews aux franchisés, différents types de franchisés, pardon, qui sont soit en zone tertiaire, soit en plein centre, tu vois, voilà. Et en fonction de ça, le franchisé se fait son idée, sa propre idée de notre réseau, voilà. Seulement, la difficulté, c'est que nous, pendant ce temps, en fait, on peut pas se faire une idée des franchisés puisqu'on a juste finalement quelques heures à passer avec lui. Tu vois, la journée d'immersion, on la passe pas avec lui. Justement, on fait exprès et volontairement. En fait, on le laisse au sein d'un restaurant pour qu'il puisse poser toutes ces questions et se comporter comme il le souhaite sans être sous notre regard, tu vois. Voilà, donc finalement, il se retrouve assez seul, mais nous, enfin assez seul pendant cette journée d'immersion, en totale autonomie, pas seul, sur la façon dont il veut approcher la franchise. Et puis nous, on est finalement un peu seul face à nos questions, tu vois, parce que on a juste ce que le franchisé veut bien nous donner comme réponse, mais le candidat à la franchise. Mais si le candidat à la franchise, je donne un exemple extrême, sort de 20 ans pour un double homicide, on ne peut pas le savoir. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment une relation qui est dans les deux sens. C'est pas forcément. Enfin, le but aussi, à terme, c'est qu'il reflète l'image de Spock. Tu parlais de marque tout à l'heure. Il y a quand même un côté. Tous les franchisés sont un peu interdépendants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui, peu importe où il se situe, d'ailleurs, je dis en plein Paris, mais même dans un autre endroit, fait n'importe quoi, ça va affecter aussi le reste du réseau. Donc il y a quand même une vraie décision, je dirais, unilatérale. Ouais, et c'est ça. Et c'est le principe d'un réseau, la force et les faiblesses. Et ça peut faire partie des faiblesses, ouais. C'est qu'effectivement, si tu as un franchisé qui fait mal son taf, ça abîme l'image du réseau. Et à l'inverse, quand ils font bien leur travail, du coup, c'est vertueux. Et quand c'est vertueux, ça sert tout le monde. Donc, nous, on est le garant. Et quelque part, on est les gendarmes et la police du travail bien fait, tu vois, Ouais, et de la bonne image. Voilà. Mais on a peu de temps, finalement, pour choisir le bon franchisé. Ok. Tu vois, donc pour nous, en tout cas. Mais après, l'immersion, elle limite quand même un petit peu ça, j'imagine. Parce que vous faites déjà plus que pas mal de franchiseurs. Ouais, Il y je en a crois qui que ont les autres le juste font une pas. stratégie d'ouverture à l'appel, qui regardent à peine les dossiers. Mmh. Où il y a quand même une vraie réflexion derrière sur l'univers enfin, l'impression de l'univers, etc. Ouais, je suis Et de la assez transparence aussi, j'ai l'impression. Ah ouais. Et je crois qu'on est quasiment les seuls à faire ça, ouais, à faire une journée. Enfin, il me semble qu'il y en a 2 autres que je connais qui le font, mais c'est assez rare. Ok. C'est assez rare. On est quasiment les seuls à faire ça. Ok. Ouais. Et tu parlais Ouais. tout à l'heure de marque. C'est un sujet qui est assez intéressant. Je pense que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, sur lequel tu travailles, que ce soit pour Spock ou d'autres établissements. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi l'univers de marque de Spock? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué déjà? Est-ce que c'est quelque chose Oui. sur lequel vous travaillez? Bah, alors quand tu dis univers de marque, tu veux dire plateforme de marque? Ouais, plateforme de marque. Plateforme de marque, ça change en permanence en fait, puisque en fait, ce qui ne change pas, c'est le fait qu'on travaille uniquement
des produits de saison, évidemment des produits frais. Ça change pas. C'est comme ça depuis 20 ans et ça le restera. Que l'on travaille des produits bruts, qu'on les transforme, qu'on les cuisine et ça bouge pas. Mais dans la plateforme de marque, ensuite, ça évolue. Cette plateforme-là, elle va évoluer en fonction des plus ou moins des tendances. Mais ça, tu vois, c'est un mix entre le marketing et notre service marketing et la personne qui est en charge et Kevin chez nous qui fait la création culinaire. Mais tu vois, même lui, parfois, il se tourne vers le marketing pour aller venir justement lui donner un coup de main sur peut-être des créations avec des chefs connus ou pas, mais bien souvent on essaye de faire en sorte aujourd'hui d'avoir des chefs qui ont un petit réseau quand même, et voilà, comme ça véhicule une collaboration derrière, et voilà. Mais la plateforme de marque, oui, elle a évolué, je pense, avec son temps, parce qu'une fois de plus, on est là depuis 20 ans, donc ça pourrait pas être l'inverse. Et, elle évolue. Par exemple, on parlait des coffee shops tout à l'heure. Là, dans les nouvelles valeurs que l'on va tenter de mettre en place et que je suis sûr on va bien le faire, il y a ces coffee shops qu'on va développer en province et pas à Paris. Ok. Mais du coup, ces coffee shops, finalement, c'est quand même une preuve que l'on évolue, qu'on est en perpétuel mouvement. Et même, tu sais, en province, on en a beaucoup à Paris, tu le disais, mais en province, il n'y en a pas beaucoup finalement, Ouais. cette culture du café. Et donc, nous, on a la faiblesse de croire. En tout cas, à Marseille, on en ouvre 4. Donc ça, c'est un projet ou ça a déjà commencé? Parce que c'est vrai que je l'ai vu. Le premier, c'est la semaine prochaine. Ok, génial. Ouais, ouais. Le premier, on ouvre la semaine prochaine à Nantes. Un énorme d'ailleurs, enfin il sera très gros, il va faire un peu plus de 160 mètres carrés, plus la terrasse, à la gare de Nantes. Ok. Voilà, pour s'il y en a qui nous écoutent, qui sont à Nantes, gare Sud. Et puis on va enchaîner avec des Spock à Marseille également. Ensuite à Paris, alors Spock tout court à Paris. On sera ouvert sur une amplitude horaire plus large pour proposer également du café, mais ce sera pas un coffee shop avec une offre coffee shop. Parce que qu'est-ce que l'offre coffee shop chez Spock? C'est finalement quasiment une offre de coffee shop ce qu'on peut voir là à Paris assez classique, mais nous la différence c'est qu'on fait nous-mêmes toutes nos pâtisseries. C'est pas le cas de beaucoup de coffee shops qui sous-traitent. Ouais. Voilà, nous on fait nous-mêmes toutes nos pâtisseries, tous nos recettes de viennoiserie, béquerie. Elles sont produites sur place, et également une partie salée, un peu plus importante que dans les coffee shops où parfois tu n'en as même pas. Et nous, comme on est des cuisiniers par essence, on va faire toute cette partie salée. Et c'est pas trop compliqué à déployer? Parce que pour un restaurant qui est ouvert le midi, à la limite, bon, déjà tu commences tôt le matin pour faire toute ton installation, mais sur un coffee shop que tu vas ouvrir plus tôt, comment est-ce que je pense que si aujourd'hui ils sous-traitent toute cette partie nourriture, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou autre. Comment est-ce qu'on gère ça? Bah, je pense qu'ils ont un peu la flemme aussi. Ouais. Et ils ont un peu peur parce que la restauration, ça fait peur à beaucoup de monde. Donc, il y a aussi cet aspect-là, quoi, tu vois. Donc oui, je crois qu'ils le font pas parce que peut-être que ils se disent que c'est une stratégie aussi, sans doute, Ouais. tu vois. Que dans leur strat, le fait de recruter une personne en cuisine versus ce que la personne va pouvoir générer en chiffre d'affaires, ça vaut pas le coup. Et puis, il faut pas se planter aussi sur ce que tu proposes en offre. Tu vois, Ouais. il faut que ce soit quand même en corrélation avec le lieu. Donc, je pense que c'est plus facile aussi de faire des gâteaux plutôt que de faire Ouais, c'est sûr, c'est sûr. des recettes typiquement de sandwich ou de salade. Voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va déployer dans nos coffees. Ouais. Ok. Donc plein de projets déjà relatifs à Spock. Ouais. En parallèle de ça, tu as toujours d'autres restaurants que Ouais. tu as ouverts au fur et à mesure. J'ai en tête à Marseille, figure Hippon. Ouais. J'ai vu Jogging aussi. Ouais, Ça, je Trattoria. l'ai découvert assez récemment. Ouais. Lolo à Paris. Ouais. Comment tu fais pour faire tout ça? Poissonnerie Kennedy. Poisson, ok.
Comment tu fais pour réussir à t'investir dans tout ça? Parce que ça doit être quand même un travail déjà colossal de gérer un réseau comme Spock. Est-ce que tu as besoin de toujours t'investir dans de nouveaux projets, d'être stimulé par, de la nouveauté? Est-ce que c'est des opportunités qui s'amènent à toi? Comment est-ce que tu fais ça? C'est exactement tout ce que tu viens de dire là, dans la même question. Et tu as même la réponse dans cette question. Les réponses ou des éléments de réponse. Mais j'en parlais hier soir justement avec un copain, Jory, qui a gagné Top Chef l'année dernière, que tu pourrais inviter d'ailleurs, qui Ok. est une personnalité géniale. Jory, qui est un très bon chef, mais en plus un très bon gars. Et on parlait de ça et il me disait mais pourquoi finalement en faire autant? Et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une question qu'il faudrait que je pose un peu plus profondément quand j'aurai fini de poser les précédentes à ma psy, à savoir pour quelles raisons j'ai toujours ce besoin d'aller vers de nouveaux projets, ouvrir de nouveaux projets. J'en sais rien pour tout te dire. Mais je crois que, je sais pas, ça me stimule, ça me permet peut-être d'exister, comme tu vois, à travers ces projets. Puis j'ai une telle curiosité que cette curiosité, j'arrive à l'assouvir à travers les voyages. Et quand je voyage, quelque part, je fais de la curation aussi. Je vais voir ce qui se passe ailleurs. Je reviens avec plein d'idées. J'ai envie de les mettre en place. J'ai envie de les partager. Et puis, voilà. C'est même pas financier d'ailleurs, tu vois. C'est même pas. Parce que c'est pas avec des projets comme ça. Bon, encore la poissonnerie, c'est un gros projet, mais les autres projets, ce sont des petits lieux. Ok. Ces petits lieux, tu as des économies qui te permettent pas de générer beaucoup de cash, tu vois. Ça génère du Projet de cash. kiff avant tout. Ouais, en fait, c'est, ouais, je sais pas. Ça me motive, ça me procure du plaisir, ça me procure beaucoup de fierté, d'accomplissement, tu vois, de me dire que. Puis, puis ça sert Caliente aussi, tu vois, la structure du studio Caliente dont tu Ouais, parlais tout à l'heure. j'allais y venir justement du coup, parce que c'est un petit Ouais, peu finalement pas l'aboutissement, mais ouais, on c'est va dire ça. que c'est un moyen pour toi de transmettre aussi tout ce que tu as acquis Ouais, comme ouais, c'est un peu, compétences. tu peux dire ça, Parce ouais, que qu'est-ce que tu fais exactement du coup chez Studio Caliente? Parce que j'ai, en préparant l'épisode, vu dans les grandes lignes ce que c'était, mais c'est encore un peu flou. C'est quoi Ouais, ouais. l'activité? En fait, sur Caliente, ce que l'on fait, c'est que tu viens avec un projet en tête, donc d'ouvrir un restaurant, c'est pas ton métier. Tu es conscient que c'est pas ton métier et que tu vas mettre les doigts dans la prise. Et si tu fais pas gaffe, si tu fais pas attention euh, à des tonnes de points, tu vas, tu risques de perdre d'une part de l'argent et d'autre part peut-être ta vie de famille, peut-être tes potes. Enfin, ça peut être très compliqué. Comme à l'inverse, pardon, ça peut très bien se passer aussi, hein, heureusement d'ailleurs. Donc tu viens à ce moment-là nous voir et nous, on va bâtir et construire ce projet avec toi en fonction de ce que tu as envie de faire, de tes envies, en fonction de où on va placer le curseur de notre champ d'action. En gros, donc soit tu nous dis tout simplement, mon rêve, ça a toujours été d'exploiter un restaurant. J'aimerais le faire là, dans le quartier Sentier. J'aimerais ouvrir de telle heure à telle heure. Voilà, j'y comprends rien. Je sais pas monter un dossier bancaire sur le resto. Mon métier, j'en sais rien, moi. C'est notaire, par exemple, ou autre. Bref. Et voilà, c'est un projet que j'ai envie de faire. Et j'ai ouais, j'ai plein d'exemples hein, que je pourrais te donner. Là, on est en discussion sur une mission où la personne, un gars que je connais, très gentil d'ailleurs, et qui n'est pas du tout son métier, mais qui est très très bon dans ce qu'il fait dans les affaires, parce qu'il a valorisé sa boîte une fortune dans la tech, et
pour des raisons personnelles, il s'est lancé dans l'ouverture d'un restaurant avec sa femme et qui n'avait pas travaillé depuis quelque temps et qui souhaitait se remettre au travail et bref. Et du coup, ils sont partis et avec un autre associé qui fait un petit peu de restauration lui aussi, mais finalement depuis assez peu de temps dans une petite surface. Et tu sens que le gars, il maîtrise pas à 100% ce métier, mais il est quelqu'un de très bien, qui a bien conscience de ça. Ça, c'est un avantage. Voilà, mais ils avaient envie de créer ce projet à trois. Du coup, ils sont partis là-dessus. Et je suis passé les voir il y a quelques temps et j'ai regardé la taille du projet. En fait, moi, je passais devant le lieu quasiment tout le temps. Tu vois, j'habite pas très loin. C'est pas trop loin d'ici, d'ailleurs. Mais je m'y suis jamais intéressé à ce lieu parce que par rapport à toutes les erreurs que j'ai faites, notamment à Paris, je savais que par rapport à la taille, quand je voyais le panneau à louer et la surface du lieu, tu multiplies par le prix au mètre carré à Paris, c'est pas compliqué, il n'y a pas de miracle, hein, tu vois. À Paris, en bail commercial, le loyer, parfois, avoisine quand même, même très souvent, les 1 000 € du mètre carré, quoi, tu vois. Donc, C'est énorme. je te laisse imaginer quand tu as des surfaces qui font 150 mètres carrés, tu vois, voire 200 mètres carrés, je te laisse imaginer le chiffre d'affaires qu'il faut que tu réalises pour pouvoir payer ton loyer. Donc en gros, le taux d'effort, c'est 10% dans la restauration. Si tu as un loyer de 100 000 € par an, bah, il faut que tu fasses une barre. C'est aussi simple que ça. Tu dois faire 1 million. Si tu fais pas 1 million... C'est même pas la peine d'y aller, quoi. Ouais, alors peut-être que si tu fais 800, 900, tu vas t'en sortir. Mais tu travailleras pour payer ton loyer, par exemple. Et tu travailleras pour payer tes gars en cuisine, en salle. Éventuellement, si tu fais bien ton taf, tu travailleras pour tes clients. Tu rendras tout le monde heureux, sauf toi. Mais j'ai l'impression que c'est souvent le problème, hein, surtout à Paris, le loyer, la rue qui est là-bas derrière. Tu sais, alors j'ai oublié le nom de la rue, mais avec Groupe Mimo, Brick Machine, etc. Celle qui remonte juste la perpendiculaire au coin. Faubourg-Montmartre. Ouais. Ouais. Typiquement, là-bas, il y a des fonds de commerce qui sont énormissimes. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, le cadeau empoisonné. Ils sont très contents de l'avoir pour l'emplacement. Mais à force d'échanger avec les personnes qui occupent les lieux, etc., on comprend qu'en fait, ils n'arrivent jamais à couvrir ne serait-ce que le prix du loyer. Il faut vraiment un truc qui soit millimétré. Ouais, mais c'est insoluble. Enfin, personne n'arrivera à résoudre ça, parce que comment tu veux faire? Au départ, l'achat, c'est comme New York, Londres, tu vois, Tokyo, c'est toutes ces capitales-là qui ont pris feu en valeur locative. Donc, c'est un problème qui remonte bien à la source. Et c'est pas... parce que toi, demain, je veux pas dire... Enfin, même si tu as le sens du business, bon bref, mais si demain tu achètes un lieu là, dans le sentier, tu achètes un local commercial, le prix où tu vas l'acheter, au mètre carré, tu es obligé de coller un loyer qui sera autour des 800, 900 € du mètre carré pour pouvoir rembourser ton crédit et pour que tu aies un rendement locatif qui soit acceptable. Donc, que ce soit une grosse foncière ou un particulier qui aurait notre profil, c'est pareil. Mais donc, le problème vient à la source de combien on achète. Le prix au mètre carré, tout simplement, à Paris est beaucoup trop... Donc, en fait, il faudrait réformer tout ça. Parce que le secteur de la restauration, du reste, oui, le secteur de la restauration en général est de ce point de vue-là dévasté par le prix des loyers, à Paris en tout cas, tu vois. Après, en province, c'est autre chose, mais à Paris, pour arriver à maintenir le niveau, tu vois d'ailleurs, il y a 1000 restaurants par arrondissement, enfin, c'est incroyable, il y a tellement de restaurants, mais la plupart des restos, si tu interviews un peu, tu demandes tous les restaurateurs, comme je te disais tout à l'heure, si tu as des tailles de une quarantaine de couverts par service, bon, bah, généralement, c'est les gars qui travaillent dedans, ça appartient pas à des groupes, ça, tu vois, c'est des indépendants qui bossent dedans et qui tirent leur salaire. Bon, voilà, la société ne gagne pas des milliers des cents en fin d'année, mais elle en perd pas. Eux, ils se sont tirés leur salaire.
ils valorisent un petit peu leur fonds de commerce. Une fois qu'ils ont fini de payer leur crédit, 7 ans plus tard, ils revendent et puis bon voilà, ils partent avec un petit pécule, ils sont contents et basta. Tu vois, mais c'est un métier passion, ils exercent Ouais, leur ce que j'allais passion. dire, Voilà, ouais. ça c'est tous les copains qu'on a qui montent. Bon, c'est après, tu as différentes gammes, tu vois, et puis tous les restos que tu décrivais là, souvent ça c'est intégré dans des grands groupes, ils Ouais. intègrent, c'est des machines à cash aussi, dans d'autres restos, soit dans des gares, des cinémas, tu vois, plus grand public, ou c'est un autre métier, ils font pas vraiment de la restauration, ces gars-là, tu vois, donc c'est des gros volumes, donc les pertes de l'un sont compensées par les gains de l'autre, tu vois, voilà, donc Ouais, des choix un peu vitrines aussi sur le ouais, c'est des choix positionnement. vitrines, des emplacements, tu vois, donc mais je crois sincèrement que pour les restaurateurs à Paris, il faudrait absolument que l'État puisse venir en aide, quoi, en quelque sorte. Alors, s'il y a des confédérations d'autres métiers qui m'écoutent, tu pourrais dire, ah ouais, mais nous alors, nous aussi on souffre, il n'y a pas que vous les restaurateurs. Ouais, ouais, bien sûr, mais une fois de plus, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu vois, je parle d'un sujet que je maîtrise et le reste, je maîtrise pas, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le, le, le coût de la masse salariale en France, de manière générale, est excessif. Pour, par rapport au métier de la restauration, nous, on a besoin de beaucoup de personnel pour pouvoir avoir une qualité de service irréprochable ou une bonne qualité de service. Et ça doit être pas. Quand je dis service, j'intègre la cuisine également. Mais pour ça, il nous faut beaucoup de monde, tu vois. Et pour payer bien et correctement tous les gens qui bossent pour nous, il faut absolument qu'à un moment que ce soit rentable. Et quand on a ce qu'on appelle des staff costs qui excèdent dans certains restaurants 40%, les gars ne s'en sortent pas. Tu vois, en fait, l'équilibre Ouais, bien d'un sûr. bilan dans un resto, il est simple. Tu as ton chiffre d'affaires, tu retires tes achats de matières premières et tu as ce qu'on appelle ta marge. Et ta marge, ensuite, ta marge, à chaque fois, tu viens dégraisser, dégraisser, dégraisser en fonction de. Donc, je te parlais du staff cost, après, tu as on parlait du loyer, donc on appelle la charge locative sur un bilan, et tu regardes toutes les couches qui viennent de se succéder, tu vois. Et, euh, et une fois que tu as retiré donc, ton chiffre d'affaires, tes achats de matières premières, donc ça, il faut maîtriser les achats de matières premières. Il ne faut pas que ça excède normalement 30% là aussi, tu vois, pour avoir un équilibre de ton bilan qui est cohérent. Évidemment que, enfin, naturellement ou pas, mais le staff cost, ça doit être entre 30 et 35% aussi. Et ensuite, tu as toutes les charges fixes pour enfin avoir ce qu'on appelle un EBE, un excédent brut d'exploitation, qui lui doit être aux alentours de 15%. Voilà, ça c'est le schéma assez finalement idéaliste d'un restaurant qui est bien tenu, quoi, tu vois. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce que tu vas venir, par exemple, je reviens sur Caliente, mais Ouais, c'est ce que je fais, vérifier ouais. avec la personne au début qu'elle a bien dans son idée que ça va se passer comme ça. Au moins, il faut qu'elle Ouais, elle atteigne ces ratios-là. ouais. Et est-ce qu'avec le temps, tu as eu un peu une grille de lecture? Alors, moins, comment dire, une fois que ça se passe dans le restaurant, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un coup d'œil, tu as vu sur le panneau, c'était pas possible parce que le lieu était trop grand, l'emplacement Ouais, était mais trop même, cher. je t'ai pas terminé cette histoire parce que je t'ai mis un tunnel ailleurs, mais sur cette histoire, du coup, j'ai creusé parce que la personne qui m'a sollicité, c'est bon, évidemment, je tairai le nom, mais cette personne-là m'a demandé de jeter un œil vraiment au fond du sujet que je lui confirme qu'il allait dans une mauvaise voie, quoi, tu Ouais. vois. Et j'ai regardé, effectivement, je lui ai dit, écoute, là, c'est mal barré, ouais. Ouais, Enfin, donc en tu as tout cas. réussi en fait, finalement, d'office, Ah, mais tu avais des indicateurs vraiment, ça m'a pris littéralement flagrants. un quart d'heure, quoi. Tu vois, Ouais. j'avais des drapeaux rouges de partout. Et enfin, là, je lui ai clairement expliqué qu'il fallait qu'il fasse plus d'1 million pour être à zéro. Ouais. Quasiment, Donc c'est le enfin, plus elle est un compliqué. peu avec un petit résultat à la fin. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, c'est Faire 1 clair. million la première année quand t'es pas connu et que tu n'as pas, tu parlais de plateforme de marque, une DA très forte, que tu n'as pas de plateforme de marque très forte, donc j'intègre la DA dans la plateforme de marque, que tu n'as pas d'identité de marque et de ton lieu, de ton concept en lui-même, tu vois, voilà. Alors je déteste ce mot concept, c'est naze, mais en gros, le lieu là où il est situé dans Paris et au regard de la surface, franchement, tu ne peux faire que du concept. Ouais.
tu vois, ce genre de trucs, j'en sais rien, moi, des trucs roulés, là, je sais pas, où tu vois, pour La faire fusion, du volume, quoi, tu vois, ouais, j'en sais rien, tu vois, les trucs où tu fais du volume, là, je sais pas, les pancakes japonais, là, tous ces Ouais, trucs, je tu vois vois, très les, bien. les restaurants TikTokers, quoi, tu vois, Bien voilà. sûr, bien sûr. Et t'es quasi obligé de faire ça, à cet Ouais. endroit-là, tu vois, c'est un emplacement qui s'y prête, mais t'es obligé de brasser un volume fou Ouais. pour pouvoir absorber, pour pouvoir aller choper un million. Mais des restos niches comme moi j'ai l'habitude de faire, on pourrait rien faire C'est pas là-dedans. possible. Ouais. Ou alors faire une grosse brasserie, mais là, une fois de plus, tout autour de ce lieu-là, t'en as au moins une bonne dizaine à 300 mètres aux alentours qui sont des institutions. Ouais. Où toi, quand tu habites le quartier, tout de suite, tu as envie de boire ton café, voire prendre ton entrecôte frites le midi, tu vas dans cette institution. C'est OK avec ça, tu vois. Ouais. Ça aussi, c'est encore des professionnels de la restauration, et tant mieux à Paris qui sont là. C'est des cafetiers, on appelle ça, tu vois, Mhm. et qui sont là, les tenanciers de bar. Voilà, ils font leur taf. Mais si toi, tu fais pas ça, à cet endroit-là, enfin, faut aller faire un million quand même. Ouais, bien sûr. Donc Caliente intervient pour aller éteindre un feu. Et moi, je vais essayer de faire en sorte, il a signé, la bêtise, il a faite. Enfin, moi, je considère, hein, une fois de plus, ça m'appartient. Hein, peut-être quelqu'un d'autre dirait pas ça. Mais moi, en tout cas, je lui ai fait part de mon sentiment là-dessus, de mon analyse. Et je lui ai dit, maintenant, moi, si j'interviens avec toi, honnêtement, je suis pas magicien. Je vais pas créer des clients. Si j'avais le pouvoir de le faire, je le ferais d'abord pour mes restos. Mais surtout, je vais faire en sorte de minimiser au maximum tes pertes, faire en sorte que tu te vautres pas dès les 6 premiers mois, que ça ne m'est et limiter tout ce que je peux, tu vois. Et Bien puis sûr. mettre en place des stratégies marketing, communication et surtout événementielles, notamment sur les salons, les Fashion Week, pour pouvoir, au regard de la surface qu'il a, pour pouvoir remplir, tu vois, avec de l'événementiel, ce qui mettrait du beurre dans les épinards en termes de trésorerie, tu vois. Et là, si on arrive à faire une année pas trop mauvaise, tu vends. Ouais. Tu vois, et tu vends à soit un groupe, soit quelqu'un pour qui c'est le métier, qui sait y faire, et peut-être que ce groupe-là exploitera certainement mieux que toi. Tu vois, c'est la version que je lui ai donnée. Voilà. Ok. Donc potentiellement, on devrait travailler sur ce projet-là. Et donc, tu vois, c'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle aussi avec ton travail de franchiseur. Tu vois, imaginons, moi, je suis Paul, là, j'ai jamais eu de restaurant. J'en connais pas mal par mon métier, mais j'ai jamais été dans l'activité, que ce soit chef ou gestion de salle ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien, c'est un projet perso d'ouvrir un restaurant. Vaut mieux que je te retrouve côté franchisé Spock, ou vaut mieux que je te retrouve chez Caliente avec un projet qui me tient à cœur. Putain, c'est encore une très bonne question. Parce que j'ai j'allais dire un copain, parce que je l'aime bien, c'est presque devenu un copain. Un chef d'un resto dans lequel j'allais, je vais manger là quelques fois, que j'ai découvert, qui est dans le 9e arrondissement, qui est très bien. Et en fait, il m'écrivait en me disant j'aimerais qu'on se voit 2-3 reprises, et je savais pas trop, tu vois. Alors, j'aimerais tu sais, le traditionnel, j'aimerais qu'on prenne un café, j'aimerais qu'on se voit, Ouais. que tu auras un petit peu de temps. Et je t'avoue que je le fais plus, quasiment plus, parce que non, je le fais plus en fait. Et je peux plus, je l'ai trop fait. Et en fait, tu perds un temps fou. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je perds beaucoup de temps. Alors, bien sûr, c'est hyper enrichissant pour les gens qui veulent prendre des cafés. Mais moi, je peux pas faire. Enfin, j'y arrive plus, honnêtement. J'y arrive plus. C'est une performance de m'accorder même 1 heure pour moi, pour faire une séance de yoga, tu vois. Et Dieu sait que j'y tiens, et j'y arrive parfois plus. Là, prendre un café, donc là, tous les messages LinkedIn, Instagram, tu vois. Donc je lance une annonce, disant, stop, arrêtez. J'ai eu du pot de réussir à Ouais, t'attraper au bon ouais, moment. on arrête les cafés, les gars, je suis vraiment désolé. Alors, on prend des cafés si c'est pour le taf, tu vois. C'est vraiment, Ouais, j'ai un message, j'ai des réponses enregistrées. Et vraiment, je t'assure, je fais un copier-coller, j'écoute. Option 1, si c'est pour Spock, voici l'adresse mail, machin. Ou là, on peut prendre un café avec plaisir. Et c'est pas moi qui m'en charge, mais je peux au moins faire une première approche et tout. C'est avec plaisir si c'est vraiment un intérêt pour Spock.
Si c'est un intérêt pour Caliente, avec plaisir pour prendre un café, ok. Et là aussi, c'est pas moi normalement qui suis en charge, mais je le fais très volontiers parce que j'incarne tellement le projet que je peux comprendre que la personne ait envie de me parler à moi en premier, tu vois. Donc je suis ok avec ça. Mais par contre, si c'est comme beaucoup de fois et dans la majorité du temps, on prend un café parce que j'ai un Choper quelques projet, infos, ouais, bien sûr. j'ai envie d'avoir ton avis. J'imagine, enfin, le nombre de personnes qui ont des projets et qui finalement, tu te rends compte que 9 fois sur 10 ne vont jamais au bout de leur Ouais. projet. C'est juste que ça leur passe par la tête. Tu vois, ils ont vu Top Chef ou un truc. Tiens, on va faire un projet. Bref, donc là-dessus, voilà, j'arrête. Donc je reçois, enfin, j'arrête ces cafés qui, pour moi, n'ont pas grand intérêt. Et, et puis, mais j'adorais le faire, en conclusion. Hein. Je suis pas un connard qui veut, tu vois, je l'ai beaucoup fait C'est dans le par manque de passé, temps, évidemment. mais là, Tu peux pas tout faire. ouais, j'y arrive plus. Et puis, ces derniers temps, et là, cette personne-là, à deux reprises, tu vois, et là, je me dis, bon, la deuxième fois, quand même, avec Christophe, j'ai un projet, j'aimerais t'en parler. Et puis, comme on a un pote en commun, et je sais que c'est un gars bien, tu vois, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Et finalement, tu vois, j'ai bien fait parce que il avait exactement cette question. En fait, moi, j'ai un projet, je vais déménager de Paris avec ma femme et ma gosse, et je pars vivre à la montagne, dans une grande ville, enfin, une ville à la montagne qui est pas un petit village. Et j'ai pour projet d'ouvrir mon resto. C'est une reconversion professionnelle. C'est pas mon métier. Je me suis reconverti, j'ai fait Ferrandi. C'est assez classique, tu vois, j'ai fait de la cuisine. Le gars est bon dans ce qu'il fait, franchement, est bon. Mais surtout, il est adorable. Il est tellement gentil. Et tu as vraiment envie de l'accompagner, tu Ouais. vois. L'aider, c'est pas gentil pour lui, c'est pas flatteur, mais tu as envie de l'accompagner, en fait. Et moi, j'ai eu cette envie très rapidement dès que j'ai rencontré au bout d'une heure. Et je lui ai dit, écoute, donc au début, je l'ai mis sur Spock. Tu vois, je lui ai dit, je pense que c'est Spock qu'il te faut parce que tu auras une récurrence pendant 7 ans, tu vois, où tu ne poses pas de questions, tu vas avoir toute la DA à chaque fois, toute la com, tous les réseaux sociaux, on prend tout en charge, on s'occupe de tout ça. Et puis ça, c'est hyper important, et toutes les fiches techniques. Et puis à la fois, tu peux créer aussi toi, de ton côté, tu peux t'exprimer, toi en tant que chef, avec ton manager. Enfin bref, donc tu as vraiment un juste milieu qui est hyper intéressant. Et je te conseille d'aller vers Spock et ça va bien se passer et tout. Donc il a fait une immersion, il est venu 2 fois, il est venu au bureau, on s'est parlé. Puis finalement, il m'a appelé la semaine dernière, d'ailleurs je devais le voir cette semaine, et pour me dire, écoute Christophe, finalement moi je vais pas partir sur Spock parce que j'ai vraiment très envie de faire mon propre projet, et je crains que sur Spock, bah, ça va pas être 100% le mien. Donc si tu veux bien, plutôt m'accompagner sur Caliente, avec Caliente, et faire le projet que j'ai envie de faire à la montagne, mais avec Caliente. Donc, je vais l'accompagner et on va certainement signer une mission. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre de ta personnalité en Ouais, puis conclusion, tu j'imagine vois. aussi de ce que tu attends, de ton investissement, parce que, Ouais. alors je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est juste le fait qu'on en parle, mais tu vois, moi je viens de voir en tant que Spock, c'est quoi un peu l'investissement personnel que tu requiers dans un Spock? Parce que tu vois, je suis pas forcément chef. Financier? Non, juste sur le Ah, plan investissement, tu sais, parce que j'ai l'impression, en ce moment, il y a quand même la restauration, il y a un phénomène autour de ça, il y a de plus en plus de gens qui s'y prennent, du moins de mon point de vue. On a souvent tendance à croire que tu pars dans la franchise, c'est un peu du tout cuit, quoi. Genre, on te ouais. donne toutes les clés de la réussite, enfin, toutes les clés de la réussite, non, j'exagère, mais Hmm. enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Ouais, ouais, mais en Euh, droit, Qu'est-ce que moi, tu vas me dire, ok, bah c'est bien, tu viens chez moi, mais par contre, il faut que tu sois tous les jours dans le restaurant. Est-ce qu'il faut que tu sois chef? Comment ça se passe? alors oui, il faut que tu sois au moins au début tous les jours dans ton restaurant, au moins la première année, parce que pareil, on vend pas de la magie. Notre promesse, c'est pas sinon, je pense qu'on en signerait au moins 10 par jour. Ouais. Il n'y a pas de secret. Donc, tes clients, ils ont besoin de te voir. Toi, Paul, ah, salut, comment tu vas? Et on fait du commerce, en fait. Tu Ouais, vois, bien sûr. c'est ancestral. T'as fait quoi hier soir? T'as passé un bon week-end? T'as passé une bonne soirée? T'es allé dans tel lieu? Ah, t'as vu, ça a ouvert, machin. Ah, et t'as vu quel film? Et le tissu social, il est hyper important dans un restaurant. Ça fait partie de l'expérience client dont je te parlais tout à l'heure. Et ça, euh,
il y a franchement que le patron qui, au moins au démarrage, tu vois, le temps de recruter vraiment le bon manager qui va pouvoir avoir ce sens du commerce et avoir justement cette fibre commerciale, et pas forcément entrepreneuriale, parce que c'est pas lui qui entreprend, mais cette fibre commerciale, avant de laisser de la place à cette personne-là, toi, tu dois être dans ton restaurant, mais déjà pour tes clients, mais aussi pour ton personnel, pour ton staff, tu vois, et que toi, tu puisses te rendre compte de ce qui se passe chez toi, dans ton lieu, dans ton restaurant. Voilà. Ça, c'est essentiel. Donc, ce qu'on attend de toi, en fait, c'est que tu travailles, que tu sois un travailleur, hein, que tu bosses dans ton lieu, et au moins la première année. Voilà. Alors après, souvent, chez Spock, on a des multi-franchisés, donc tu as des franchisés qui vont en deuxième, et puis en troisième. Et là, ce qu'on attend... c'est d'avoir un suivi de qualité. Donc, sur leur premier, s'ils s'en séparent, qu'ils puissent, tu vois, naviguer sur les deux, voire les trois. Ouais, bien sûr. Et ça se passe bien en général. Ok. Et c'est marrant ce que tu disais sur le côté social et humain. En fait, c'est essentiel, peu importe ton objectif, entre guillemets, plus long terme, parce que généralement, on entend, tu sais, bon, bah, moi, j'aimerais bien ouvrir tout de suite 10 restaurants, donc je peux pas être dans l'opérationnel. Au final, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec toi au début, tu as eu plein de portes qui se sont ouvertes du fait des relations que tu as nouées dans tes restaurants, que ce soit les Archis, que ce soit Galerie Lafayette. C'est justement parce que tu étais sur place que Ouais. ça t'a ouvert des portes pour plus tard. Et donc, j'ai envie de dire, c'est quasiment impossible de se lancer dans ce métier si on n'est pas prêt à apporter ou à recevoir, humainement parlant, avec les personnes qu'on... Ah ouais, t'es obligé. T'es obligé de donner pour recevoir et t'es obligé d'être là dans ce schéma-là. Ouais. Faut être présent pour tes équipes, faut être présent pour tes clients et ça, c'est cool. Ok. Ouais. Et sur tout ça, t'es tout le temps tout seul ou t'as des associés? C'est pas que t'es tout seul, je crois. Spock, je suis tout seul. Et puis sur Spock, je suis tout seul, tout à fait. Ça me pèse un peu d'ailleurs Ouais, d'être ça tout doit être seul. compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'être seul parce que ça fait 20 ans que ça dure. Donc 20 ans de solitude à piloter ce projet, parfois c'est dur. Mais bon, voilà, j'ai quand même une équipe en béton. Pour certains, ça fait 10 ans qu'ils sont avec moi au bureau. Donc ça se passe hyper bien avec eux. Ça se passe toute l'équipe. C'est un cliché de dire ça, mais c'est vraiment une famille, quoi, tu vois. Et eux-mêmes, entre eux, ils sont très proches. Et ça se passe super bien. Et le fait d'être seul, c'est vrai que ça pèse un peu quand même. Mais bon, écoute, ça va. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y a peut-être ton fils qui veut arriver dans l'aventure. Ouais, peut-être qu'à terme, ouais, je pense que voilà, c'est pas. Il a à faire dans ce qu'il fait là aujourd'hui, tu vois, dans la boîte dans laquelle il est. Je crois que ça se passe très bien et il est assez content. Il apprend encore, lui-même forme aussi je sais, il est passé à un poste d'encadrement, donc il est ravi et il continue de s'enrichir d'expérience. Voilà, mais oui, à terme, je pense que ça serait ça serait Ce serait cool. ouais, l'accomplissement, quoi, tu Ouais, vois, bien sûr. l'aboutissement d'une vie, de pouvoir transmettre. Je fais pas ça pour la thune, quoi, tu vois. Donc pouvoir Ouais. transmettre à tes enfants, c'est Ouais, c'est génial. une des plus belles choses au monde, quoi, tu vois, de ce que tu as construit pendant 20 ans et travailler avec ces gosses. Donc voilà. Et du coup, peut-être pour finir sur cette note accomplissement, dans 10 ans, tu te vois où? C'est quoi la fin un peu? Est-ce que Spock jusqu'au bout? Est-ce que lever le pied, rester sur des restaurants plus nichés, indépendants, Ouais, comme ce que on- peuvent être les autres? D'autres projets? Je sais que tu as fait du cidre à un moment. J'ai vu ouais, ça j'ai quelque fait des part. cidres à un Est-ce que moment, ouais. c'est vraiment. Est-ce que ça continuera comme ça? C'est quoi le but? Ouais, non, mais ça, c'était parce que j'ai des copains qui m'avaient approché. Bon, j'ai fait ça a pas fonctionné. Ils n'avaient pas quantifié, ils n'avaient pas budgété le coût de l'envoi d'une bouteille de cidre, en fait, qui était Parce que c'est exorbitant. que du liquide, c'est super lourd. Bah, c'est lourd, Ouais. exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Mais moi, c'était pas mon job. Eux, ça l'était, mais bon, visiblement, il y a eu un problème. Ils ont raté une étape. Et du coup, bon, enfin, bref, ça n'a pas été un succès fou, mais on s'est bien marré. Donc, on a fait donc ce cidre, bref. Et
Bah écoute, la question c'est dans 10 ans, je t'avoue, j'aimerais quand même pouvoir dans 10 ans lever le pied au moins sur Spock. Donc soit que Matteo et Lily Jane, enfin les deux, mais puissent récupérer. Lily, elle est dans la mode, donc c'est pas trop son truc. Mais étonnamment, parce elle est née avec Spock, elle a grandi avec Spock, forcément, tu vois, il y a un attachement particulier quand même, c'est Ouais, viscéral bien chez sûr. elle, comme chez Matteo évidemment. Mais étrangement, je sais pas, elle me dit toujours qu'elle aurait envie de bosser avec nous au Spock. Bon, on verra ce qu'elle fera. Elle a beaucoup de choses à faire dans la mode et parce elle est brillante et très douée avec son jeune âge. Donc on verra ce qu'elle fera. Mais l'idée, c'est de laisser Spock soit aux enfants, comme je te disais, soit d'en revendre une partie ou voire à terme, tu vois, si les enfants ne récupèrent pas, de le céder entre de bonnes mains. Mais je pense que moi, j'aimerais partir sur d'autres projets quand même, tu vois. Pas tout de suite, mais sur d'autres projets. Et oui, continue. Je pense que toute ma vie, j'aurai des restos. Ça, c'est quasiment une évidence. J'aimerais que le projet Caliente prenne plus de place. Euh, voilà, donc ça, je vais le faire grossir. Là, j'ai recruté Tiffen là, qui va nous rejoindre bientôt, d'ici demain. Et donc, qui va m'accompagner sur le projet. Voilà, donc j'ai envie de faire des millions de choses, tu vois. J'aimerais bien faire un petit hôtel à Marseille aussi. C'est cher à mon cœur et à ma ville. Et Marseille est très importante pour moi. Donc donc j'ai fait beaucoup de restaurants dans cette ville depuis une vingtaine d'années. Mais maintenant, j'aimerais y faire un petit hôtel aussi, tu vois, pour pouvoir accueillir voilà, des copains en dehors de Marseille, pas que. Et puis voilà, et puis j'aimerais un vieux rêve, mais je pense que je vais le réaliser l'année, j'allais dire la semaine prochaine, l'année prochaine, mais j'aimerais pouvoir m'acheter une petite maison à la frontière italienne, près de Marseille, justement, enfin, à quelques heures de Marseille, à 4h30, 4 heures, tu vois, pour être précis, C'est génial. en Ligurie. Est-ce qu'il y a un attachement avec l'Italie, Et ouais, jogging, ouais, c'est j'ai un un peu le truc reflet de avec ça l'Italie ou... qui est viscéral depuis toujours. Et voilà, et j'aimerais pouvoir acheter une maison dans les terres, pas en bord de mer, ça m'intéresse pas vraiment, parce que moi, je vis à Marseille, j'ai de la chance La de mer, tu pouvoir, la vois tous les je la jours, vois hein. tous les jours, ouais. Donc voilà, mais j'aimerais pouvoir ouais, acheter une maison dans les terres et voilà, avoir quelques chambres, un resto, ouvrir quand j'ai envie, avoir zéro pression, euh, peut-être cuisiner moi-même, tu vois, et justement, donc quand j'ai pas envie de cuisiner, je cuisine pas, faire des tables ouvertes, inviter mes chefs, si j'ai encore des restos, tu vois, et à Marseille, à Paris, bah, les inviter aussi là, venir cuisiner. Et voilà, j'aimerais faire ça, quoi. Je pense que j'aimerais faire ça. Et puis après, j'ai un attachement particulier au yoga aussi. Donc j'aimerais pouvoir ouvrir mon studio de yoga. C'est une envie que j'ai depuis très longtemps. Donc voilà, j'aimerais pouvoir kiffer, quoi, tu vois, travailler un peu moins. Je Ouais. travaille beaucoup. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de retraite au Costa Rica avec l'argent de Je pars. Spock. Mais Ouais, non, ça non. Non, mais j'aimerais pouvoir Il faudrait que j'arrive à lever le pied, hein, vraiment. Il faudrait que j'arrive à lever le pied parce que là c'est intense. Bon, j'ai encore un nouveau projet qui va ouvrir là, un resto à Paris. ok. On peut en parler un petit peu Voilà. si tu veux. J'allais dire s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés pour clôturer cet épisode. Bah écoute, ouais, alors c'est un projet qui pour l'instant se passe hyper bien dans le sens où c'est très fluide. Je le fais pas tout seul. C'est un chef qui m'a sollicité. Pour l'instant, je peux pas révéler son identité. C'est une surprise. Ouais, il veut pas. Et puis je respecte ça. Et je pense que c'est bien aussi de pas le dire. C'est quelqu'un qui a sa notoriété. Donc voilà, donc on va monter ce projet à Paris, du coup. Et ça va être cool. Donc je pense que je vais encore faire un nouveau lieu. Voilà. Mais après, non, non, mais voilà, pour clôturer, vraiment, faut que j'arrive à travailler moi, mais il y a aussi une torréfaction qu'on fait. Je viens En de fait, ça penser ne à s'arrête ça. jamais. Ouais, je viens de penser à ça. Je viens de penser à ça.
En fait, on fait la torréf, là, ouais. On fait une torréfaction. Et j'ai rendez-vous là quand je sors avec le torréfacteur d'ailleurs, parce qu'on a acheté une machine à Bologne à torréfier. Ok. Et du coup, je fais la torréfaction à Marseille pour roaster, comme on dit, faire notre propre café pour tous les En rapport SPOC. avec, j'allais dire, Café Spock. Ouais, on va revendre tous nos cafés, enfin, on va revendre nos cafés dans tous nos SPOC et aux copains qui ont des cafés, des bars. Voilà, mais on partir dans un délire un peu sympa où on va customiser on va faire des collabs avec des DA sur le café, des artistes et tout, ça va être Très cool. cool. Ouais, des copains qui sont dans la mode aussi, voilà. Puis moi, en plus de tout ça, j'ai récemment, mes potes se foutent un peu de ma gueule, mais je fais un petit peu, ça prend quand même de la place, un petit peu de faire parfois un peu d'influence et un peu de campagne parce que j'aime la mode. Enfin, je Ouais, parlais de j'ai ça. un Donc, ami qui bosse chez Kitsune. J'ai vu passer Ah, voilà. aussi. Je te le disais tout à l'heure, tout s'est un peu démêlé d'un Ah, coup c'est et vrai. ça fait aussi partie de ça. Ouais. Ouais, mais là, j'ai fait une campagne avec eux qui a d'ailleurs super bien marché. Trop bien. Ouais, ouais. On est franchement trop contents. Quand je dis on, c'est eux et moi. Et on est content. Bah, le café Kitsune aussi, d'ailleurs, bizarrement, parce que je fais le café Spock, mais bon, on n'est pas sur le même terrain mais j'ai commencé en faisant de l'influence avec le café. Puis ensuite, c'est parti sur maison, sur la mode, maison Kitsune. Et là, j'ai signé encore 2 contrats pour 2 autres marques. Ouais. Ouais, c'est cool. Bah, en fait, ça me plaît. C'est plus ou moins c'est plus ou moins des hobbies, mais c'est des hobbies qui sont rémunérateurs, on va pas se mentir. Tu Ok. vois, c'est cool de le faire aussi, ouais. Bon, bah, Puis top. c'est vertueux, je pense que Ouais, bien sûr, ah, bah, c'est sûr. c'est. Et je pense que ça regroupe aussi toutes tes passions qui sont Ouais. globalement tournées autour de l'artistique quand même, entre l'architecture, Ouais, on en parlait au ouais. début, entre la marque, Ouais. entre la mode, même la Ouais. musique, t'en parlais dès le début, on l'a pas relevé, mais dans ton Mhm. premier établissement, tu m'as parlé de la musique dès le début, Ouais. avant même de me parler de ce que vous faisiez sur place. Il y a quand même une volonté d'intégrer la dimension artistique dans tout ce que tu fais, et donc ça, visiblement, ça va rester. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une dimension artistique qui est assez. Avec une surface assez large, quoi. Mais bon. Écoute, moi, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Je sais pas, sinon après, on pourrait parler des Bon, heures, bah, mais. non, mais c'est très bien, je pense qu'on a bien survolé tous les sujets intéressants. Ouais. Donc du coup, ce prochain resto, je pense que ça rejoint aussi le sujet. On pourrait te suivre où pour voir ça? Où est-ce que Bah, les gens en ouais, perso, du coup, oui, sur Instagram, moi. t'as un Ouais, compte je fais- Instagram, du coup, ouais, c'est là que t'es le plus actif. Ouais, et Caliente aussi. Donc Christophe Juville, Studio Caliente sur Instagram, Exactement. LinkedIn un peu pour Là, les je me pros suis mis aussi. sur LinkedIn. Là, ça y est, J'ai vu. ta Mais c'est page comme ça fait. qu'on s'est rencontrés finalement. Voilà. Donc, tu vois, ça sert. Je me suis retiré une balle dans le pied parce que du coup, ça prend du temps, ça, Ouais, LinkedIn c'est aussi. très long. Ouais. Ben, en fait, tu réponds aux gens qui t'écrivent. Donc, tous les jours, je sais pas, il y a une dizaine de messages par jour bon, bref, de tout, de café, on peut prendre un café, je peux, machin, ah Message super, automatique, merci. réponse A, réponse B. Ouais, voilà. Mais ouais, LinkedIn aussi, c'est vrai que ça prend du temps. Mais ouais, je poste toute cette actu ouais, sur mon profil perso, oui, tout à fait. Et puis sur Caliente aussi, ouais. Ok. Qui n'est pas encore très actif sur Instagram et sur les réseaux, même sur LinkedIn, mais ça va le devenir là, ouais. Ok. Mm. Bah, Christophe, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Merci Paul. à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et puis au plaisir de suivre tout ça sur toutes les plateformes. Ouais, allez, super, merci.